Cela fait des années que j'ai envie de passer la porte de Bercy, pour en comprendre la mécanique. Pour savoir si le politique a encore un poids face aux grands patrons d'industrie. Dans mon métier de réalisatrice, j'ai longtemps suivi le combat d'ouvriers, pour qui Bercy est souvent l'ultime recours. Et puis un jour, en pleine crise industrielle et en pleine crise Covid, j'ai obtenu l'accord pour suivre la nouvelle ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Le président de la République a nommé Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l'Industrie. L'industrie qu'on attend, elle est relocalisée, inclusive, décarbonée et agile. Il y a eu d'autres choses? La question se pose, qu'est-ce qu'on fait de la reconquête industrielle? Est-ce que c'est ça la reconquête industrielle? Ou est-ce que c'est ce que dit? Qualifier en 2-3 mots qui permettent de marquer d'emblée le terrain. Quand tu as dit ça, ensuite dans la démonstration, enfin, tu n'as pas besoin d'en dire davantage, on a compris où est-ce que tu veux en venir. Mon objectif, c'est l'industrie, soit la solution à notre projection en termes de puissance, la solution en termes d'innovation, la solution en termes de transition écologique et énergétique. Des solutions. Le ministère des solutions. Et dans cette tempête, je voudrais que l'industrie ne soit pas le ministère des problèmes, mais le ministère des solutions. Bonjour, c'est une femme de l'ombre, ancienne dirigeante d'entreprise qui se définit étrangement comme une libérale de gauche, macroniste de la première heure. Le président Macron qui lui a confié l'épineux dossier de la reconquête de notre souveraineté industrielle. Seulement, comment faire entre les futurs dépôts de bilan et tous les plans sociaux qui s'accumulent en ce moment? Bonjour, on va ouvrir... Alors, vous allez être filmé, donc vous ne pouvez plus dire de bêtises. 2 fois par mois, l'équipe balaye les dossiers chauds dans ce qu'ils appellent la War Room. Je découvre au mur une carte de France des entreprises en difficulté et j'ai l'impression d'être au milieu d'une équipe de réanimation qui passe en revue ces malades. Allez. En haut de la pile, Alteo, une usine chimique du sud de la France où l'État doit trancher entre risque écologique et risque économique. Alteo. Alors, Alteo, on prend les mêmes, on recommence. Si on voulait pousser les salariés d'Alteo dans les bras de la CGT de Gardanne, on ne ferait pas différemment. 400 salariés, hein. C'est même... au moins, on... Il y a grosso modo 1000 jobs, parce qu'il y a 800 salariés, il y a 400 salariés Gardanne. Oui, plus tu as de la sous-traitance. Ascova Layange. Ah, ça par contre, pour le coup, c'est confidentiel. Youpi. On avait évoqué l'idée à l'époque d'aller en Allemagne. Donc, pourquoi on ne cherche pas un rachat, on ne pousse pas sur ça? Je pense qu'on ne peut pas refaire une année où les types nous disent que, et puis ils réduisent discrètement, et il ne va rien se passer. Ils étouffent progressivement le site. Pour qu'il soit fermable à la fin. Et ce qui est franchement pas clean, c'est qu'ils ne nous laissent même pas la capacité à aller chercher une solution. Soit ils cherchent à partir... Enfin, on va bien voir. Soit on se dit il y a un avenir industriel pour ce site, il n'est pas avec eux, et on essaye de les mettre sous pression en disant on prend un repreneur. Le coût d'une fermeture s'étend. Donc c'est notre budget pour trouver une solution alternative. Vous lâchez le site plutôt que de l'étouffer. Et si on ne le fait pas, on fait un éclat, on se roule par terre, on insulte, on fait les Français. Ok. Bon, là, je pense qu'on a fait un bon tour. D'autres questions, des inquiétudes, Non? Fantastique. Merci beaucoup.
L'objectif de ce déplacement sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque, c'est d'illustrer de manière très concrète le volet décarbonation que comporte le plan de relance. Notre ambition, elle est double. C'est retrouver le niveau d'activité d'avant la crise, mais c'est également d'accélérer, de mener à bien les transformations nécessaires pour faire de la France une économie résiliente et puissante. C'est le signal qu'on a une très grande industrie en France à condition de se serrer les coudes et de faire confiance à nos talents propres. Sur le plan économique, il va falloir gérer des messages de restructuration massive dont il va falloir expliquer que malheureusement, c'est ça ou la mort lente, ce qui est pire. Malheureusement, c'est pas vu comme pire. Non, c'est vu comme un manque de volontarisme. Donc, alors que c'est plutôt le contraire. Il vaut mieux que couper la branche malade et... Avec l'interdiction progressive des véhicules diesel et le basculement vers la voiture électrique, le secteur automobile est en pleine mutation. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça fait longtemps. Ces mutations ne sont pas sans conséquences. Le cabinet Roland Berger, mandaté par la plateforme automobile, vient proposer un plan d'action pour les fonderies, fortement impactées. Depuis quelques années, les cabinets d'audit privés sont de plus en plus présents auprès de l'État et orientent les futures décisions publiques. Tout tient sur 4 pages, en fait, sur les 4 premières pages. Donc le premier message, en fait, c'est simplement pour vous dire que la fonderie, en fait, n'est pas un métier du passé. C'est un métier actuel et c'est aussi un métier d'avenir. Donc on y trouve en fait des compétences que les ingénieurs français savent servir et c'est un univers très contrasté. Donc il existe une fonderie fonte qui est vraiment en perte de vitesse. À côté de ça, il existe une fonderie aluminium. C'est le futur de la fonderie. On a des savoir-faire de métallurgie qui sont quand même parmi les meilleurs mondiaux. Et c'est là qu'en fait on pourra les utiliser au mieux. D'accord. Malgré le passage à l'électrique, il va y avoir encore besoin dans le véhicule de plusieurs endroits où on a des pièces qui seront fondues et fondues en aluminium. Donc ça, c'est encourageant parce que ça veut dire que derrière, si on prend les bonnes décisions, s'il y a un peu de courage collectif, oui, on est capable de reconvertir. Alors, qui ne permettra pas de sauver la totalité, oui, mais qui permettra de déboucher sur des perspectives. Mais ça va passer par, assumer des destructions, disparitions, d'un côté, 2, miser sur quelques consolidateurs, oui, on va falloir encourager, et c'est pas facile, oui, et c'est pas facile. D'accord. Donc il y a un chemin de crête dessiné dans cette étude, mais les décisions à prendre sont assez rudes. Le président de Renault est l'invité écho de France Info ce soir. Alors que vous avez prévu, Renault, de supprimer 4600 postes en France d'ici 2023, l'État va vous aider. Il va garantir un prêt bancaire de 5 milliards d'euros. C'est son engagement. Ce serait irresponsable de conditionner notre aide à 0 licenciement, dit-on à Bercy. On l'on ajoute que c'est la survie de Renault qui est en jeu en ce moment. Il n'y a pas de sujet en France. Pardon. Il n'y a pas de sujet en France. Pardon. Francis, notre invité est là. Ah, très bien. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien. Je vais vers vous saluer, mais je ne peux point. Ensuite, vous avez 2 parlementaires, donc, que vous verrez dans l'écran là, mais pareil, si vous pouvez leur répondre là, c'est mieux pour l'image, qui vous parleront de Renault, de relocalisation. Et puis Yves Tréhard arrive à la fin, le Figaro. Là, c'est des questions plus politiques. Le gouvernement, les municipales, vous. Voilà. Voilà. Vous savez tout. De quoi parle-t-on? On parle d'une entreprise qui est en grande difficulté. Renault arrive en février à l'annonce de ses résultats en disant « j'ai un plan d'économie à faire, je perds beaucoup d'argent et j'ai une situation où
J'ai des usines qui peuvent construire plus de 5 millions de véhicules. Simplement, le marché n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est le et constat. donc, je ne pourrais pas les vendre C'est le et constat. j'ai un problème. Évidemment, on est prêt à travailler main dans la main avec la région et les collectivités locales. On le fait déjà. Mais est-ce que c'est d'une voiture? Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est d'autres activités? C'est aux industriels de nous faire les propositions. Lorsque l'État fait l'industriel à la place de l'industriel, ça fait des catastrophes. Alors, puisqu'on est sur Renault... Notre enjeu, c'est de challenger Renault. Nos entreprises françaises, c'est elles qui créent de la richesse, c'est elles qui donnent de l'emploi. Et lorsqu'on soutient les entreprises, on soutient avant tout les gens qui travaillent. La partie Renault, c'était vachement bien. Ah, vous trouvez très bien? Ben moi j'ai trouvé. Moi, j'étais stressée. C'est vrai. Non, parce que vous avez, quand vous avez répondu à Sébastien, je me dis, si, les stats stratèges, ben, il est là, parce que voilà, quand on décide ça, et ça. Paf, c'est clair, net et précis. Moi j'ai trouvé, hein, je vous le dis. Mais c'est bien, hein, parce que quand c'est clair comme ça, nous, ça. On apprend des choses au passage. Une réunion avec les grands industriels de l'automobile se prépare et l'exercice est complexe. Comment convaincre de grands patrons de limiter des licenciements sans s'opposer à eux? Vous allez sur place la semaine prochaine. On a nos amis de Renault et nos amis de Peugeot demain. Sauf erreur de ma part, avec la rupture de composants, le chômage partiel, c'est qui paye? Il faut qu'on soit aussi capable de faire le calcul et de leur dire... On ne doit pas être toujours les bons gars qu'on vient chercher quand on a un problème et qui débrouillent les problèmes. C'est quand même un peu ça. Et par contre, quand il faut rendre service au collectif, tu n'as plus personne quand même. C'est un peu le risque. On ne peut pas être juste à attendre que le truc... Il y a encore suffisamment de people sur le site pour aller se battre quand même. À toutes. J'y aille. Et du coup, je galope. Les ministres européens font le point sur le contrat avec le laboratoire AstraZeneca. Il y a urgence, l'Europe n'a toujours pas sécurisé son approvisionnement en vaccins. To be clear, there are some clauses that are against our own law. And this is the first time I see a company that push all the responsibility on the shoulders of its counterpart. So there is clearly need for a professional discussion with AstraZeneca. We are ready to do it. We can spend the night on it if needed, but we should find agreements that are based on market practices and not the fact that they push the fair because we have some political pressure on our shoulders. And then... They are not depending on us. We are more depending on them. On a laissé les mots, hein. That's simply the truth. They can sell their stuff to the rest of the world. And I really had to beg, more or less, that they give us another week before they sell the 300 million doses, at least parts of it, that were reserved for Europe, to other regions. But you know French people, a little bit, but you know French people. I really don't know how to explain to my people that we would be able to sign a contract with AstraZeneca with no access to clinical data. It would be unacceptable to us to pay for a vaccine on which we would not have full transparency in terms of efficacy and safety. Well, but you know, let's do it that way. You negotiate in the name of us with AstraZeneca, and if you fix it till tonight or tomorrow, I'm totally happy. But I just frankly spoken, if France is the only of the four that still has some issues, I'm not gonna wait till the last one is resolved, just to make it clear. So, but bonne chance. Thank you. Bon. Comment c'est pris le...
tu m'avais dit que je pouvais faire, qu'il fallait que je fasse la bad girl. J'ai fait la bad girl. Hein. La négociation sur la façon de sortir élégante pour conclure, c'est d'ailleurs ce que disait l'Italien. Hein. Ouais, tu peux pas signer n'importe quoi, mais s'il y a des points qui sont encore trop touchy, tu as une rédaction, les parties se mettront d'accord selon ces principes avec la meilleure bonne foi et en fait tu repousses le moment de la négo. On va transformer mon option déjeuner acteur de la 5G. On va faire un déplacement de social femme en région parisienne. Covid. Non, ils ne font même pas du chantage. Il y a quoi en réalité? Il y a un mouvement d'innovation. Donc l'objectif de ce séminaire, c'est de tirer les enseignements de ce que nous avons fait, qui est plutôt pas mal, quand même, plutôt pas mal. Je veux dire en termes de travail, visibilité, etc. Mais de se dire aussi ce qui n'a pas bien fonctionné pour arriver dans une suite en mode commando. Je vous rappelle le triptyque, il faut faire bien et il faut faire savoir. Le coche du ministre techno, compétent, etc., c'est bon. La case du politique, il y a encore une marche à franchir et elle n'est pas franchie. Tout ça mène à une campagne. Donc la question aussi, c'est la contribution à cette campagne. C'est-à-dire comment on est capable de, en creux, être une plateforme de décollage d'une campagne présidentielle. Et le sujet de l'empathie, il est clé. Enfin, on doit être à chaque fois, sur chaque dossier de reprise d'entreprise, on doit être capable de dire c'est bon, j'ai entendu, et votre truc qui vous empêche de dormir, en fait, ça m'empêche de dormir aussi. J'ai pas la solution tout de suite, mais ça m'empêche de dormir aussi. Alors, je sais que c'est grave, je reconnais que c'est grave, et dis donc, on va falloir bosser dessus, quoi. On a un tropisme naturel à Bercy, qui est d'abord d'aller prendre les renseignements chez ceux qui restructurent, plutôt que chez ceux qui subissent la restructuration. Pour paraître comme étant à l'action sur ces sujets-là, il faut prendre à témoin les Français et désigner l'adversaire. Et l'adversaire, dans un plan de restructuration, c'est pas les salariés, c'est le dirigeant d'entreprise. Parce que c'est avec lui qu'il faut faire un rapport de force pour avoir le meilleur plan social possible, c'est-à-dire faire baisser au minimum la barre des départs. Avec une limite, auquel moi je suis assez attachée, c'est que des gouvernements qui ont bloqué des restructurations d'entreprises, après l'entreprise, elle a disparu. Et c'est pas 1000 personnes qui ont disparu, c'est 10 000, quoi. Et en plus, je veux dire, c'est raconter l'économie de manière erronée. C'est-à-dire qu'on sauve des emplois parce qu'on est meilleur que les autres. On ne sauve pas des emplois parce qu'on s'est mis comme ça au travers de la porte en disant vous n'avez pas le droit d'y toucher. Parce qu'à la première occasion, les types tirent le tapis sous les pieds. Et tant que tu auras un droit de la propriété dans ce pays, tu n'as pas les moyens pour le bloquer, quoi. Voilà donc la position de la ministre. On ne s'oppose pas à la loi du marché, mais on accompagne les fermetures socialement. C'est un nouveau coup dur pour les Hauts-de-France. Bridgestone va fermer son usine de Béthune dans le Pas-de-Calais. Il fallait sacrifier une usine, c'était nous, on nous l'a annoncé comme ça, noir sur blanc, ce matin. Tout le monde dehors. C'est une entreprise japonaise qui a pris une décision révoltante avec une méthode révoltante et des conséquences révoltantes. Pointer l'entreprise du doigt ne suffit pas pour la CGT. Il faut créer des procédures pour contrôler les entreprises et les aides publiques qui leur sont versées. Le premier mouvement, c'est le choc et la colère. Et on est très conscient de ce que l'on doit ressentir lorsqu'on doit rentrer chez soi le soir en disant sa petite famille, tu sais quoi, on vient de m'annoncer que l'usine va fermer et je ne sais pas très bien comment ça va se passer dans les prochains mois. Nous, ce que nous voulons faire, c'est d'explorer l'ensemble des scénarios économiques pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir sur le site de Bridgestone une production
dont on peut se dire, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, elle est toujours là. Pour l'instant, je vous dis, les salariés, c'est important de le dire aussi, les salariés ont pris conscience que c'était pas le moment, on est encore dans la discussion, il n'y a pas de souci, et tant qu'on est dans la discussion, ça va bien se passer. Parce que là, il y a de la... Là, on est en tristesse, si vous préférez. Arrive un moment, là, la colère, elle va arriver. Aussi qu'il faut noter, c'est cette unité qui aujourd'hui déstabilise, je pense d'ailleurs, même le groupe Bridgestone, qui s'attendait peut-être à des mots importants, forts, voire des gestes qu'on aurait pu regretter. Il n'en est rien. Aujourd'hui, on est là tous unis et on attend une seule chose, c'est savoir si oui ou non Bridgestone nous propose un plan B. Bridgestone est un dossier test pour la ministre. Elle se doit de proposer une stratégie pour convaincre le groupe japonais de rester sur le site de Béthune. Le sauvetage de l'entreprise repose sur un plan B conçu par un cabinet d'audit privé. Il prévoit de fabriquer des pneus plus vendeurs, avec moins de salariés et d'importantes subventions publiques. On va dire autour de 100 millions d'euros d'investissement, avec un risque ou plutôt un maintien d'effectifs de l'ordre de 400 salariés. Alors, là, il échappait qu'il y en a 843 aujourd'hui. Donc la moitié. Et c'est pour cela que ce scénario n'épuise pas le sujet du site de Bridgestone. Et Accenture nous dit que ça, c'est possible. Mais pour que ce soit possible, il y a encore plusieurs conditions. Il ne faut déjà pas que Bridgestone nous claque la porte au nez comme ça a été le cas depuis le début de ce dossier. Donc maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que ce scénario-là puisse être étudié par Bridgestone et qu'ils nous disent rapidement si c'est oui ou si c'est non. Si c'est non, on va rentrer dans un bras de fer. Dans un bras de fer pour obtenir le maximum, à la fois pour les salariés et pour des emplois. Parce qu'on ne part pas comme ça en France. J'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, saluer, on le disait à l'instant, la dignité des salariés sur le site. Je vais être franc avec vous. Moi, les gars, je ne sais pas combien de temps on va encore les tenir. Actuellement, là, avec ce que vous nous avez dit aujourd'hui, franchement, je vous le dis tout de suite, ça va être un peu compliqué pour nous de gérer les troupes. Je vous le dis franchement. J'ai même cru comprendre qu'il y a un moment qu'il y aurait eu un mouvement sans les organisations syndicales. Alors, je peux vous dire que si ça arrive, on ne gérera plus rien du tout. On fait Bridgestone en plus petit comité. Qu'est-ce qu'il dit l'observateur? Comment il décrit La tension monte clairement sur le site. Enfin, il est quand même peu probable qu'on ait un repreneur total sur l'activité pneumatique. Et ceux qu'on a vu s'échauffer un petit peu, c'est quand même les représentants du personnel derrière. Ben, ils sont obligés. Ils sont obligés. François, ils sont obligés, sinon ils perdent les gens derrière eux. Ah, tu vois, Moi, je préfère un mec de Sud Chimie qui fait semblant de gueuler sur Monsieur. Ou même qui gueule d'ailleurs, hein, c'est pas un sujet. Mais qui revient à la table de négo. Qui lui casse la gueule. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce que tu n'as pas quand même un enjeu pour soutenir l'intersyndicale, à faire comprendre, y compris par voie de presse, qu'ils négocient super bien? Ça, c'est pas à nous de faire.
Non, c'est pas à nous de le faire, mais quelqu'un peut le reprendre. C'est quoi? C'est la slide, il faut la valider là maintenant parce que sinon ils vont mourir. Bridgestone refuse le plan B. Jusqu'au bout, les dirigeants du groupe auront été aux abonnés absents et c'est la ministre qui se rend à Béthune pour annoncer la nouvelle aux syndicalistes et à la presse. Les éléments de langage sont rodés. On va se battre, certes pas pour l'emploi, c'est trop tard, mais pour le meilleur plan social possible. Bridgestone a fermé la porte. Bridgestone quitte le site de Béthune, mais nous serons là, aux côtés des salariés, pour trouver les meilleures solutions possibles. Maintenant, ils ne vont pas partir comme ça. Ils ne vont pas partir comme ça parce qu'on est en France. On ne jette pas les salariés comme des Kleenex. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils mettent le maximum pour que les salariés puissent individuellement rebondir et pour que ce territoire puisse rebondir. Je peux comprendre qu'une entreprise ne soit pas d'accord avec le plan qu'on propose. Mais pas qu'on joue au chat et à la souris sur un sujet à 863 familles. C'est pas correct. C'est juste pas correct. On est à un mois de Noël, pardon. Hein, c'est pas la même chose de gérer un dossier avant Noël et de gérer en début d'année. On est à un mois avant Noël, il faut quand même animer une petite lumière pour les gens. Qui est une somme d'argent, qui est une alternative, mais il faut allumer la petite lumière, il faut que ce soit clair. Et ça, je crois que c'est une responsabilité collective qu'on a. Voilà, je suis pas sur un touche. La douche, alors, je suis responsable de la nuit. Je suis tombé en accident, j'ai pas besoin de retenir. Alors, la partie là-bas. Voilà. Mon sentiment, comme ça, c'est pas la peine d'aller répéter tout. Mon sentiment, c'est que c'est bien qu'il y ait des gens qui poussent. Ça nous a démarqué aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de mouvement de colère. Oui. Donc ça, au niveau de l'opinion publique, au niveau des médias, ça a attiré l'œil. Et ça, on veut garder ce lien-là pour pouvoir en disposer et puis l'utiliser. Moi, je pense qu'on n'obtient jamais rien sans lutte dans ces cas-là. Et puis après, ce qui est important, moi je crois qu'on lutte aussi pour sa fierté. Demain, est-ce qu'on peut se regarder dans une glace en disant putain, je me suis fait jeter d'une boîte où j'ai bossé pendant 30 ans, j'ai pas lutté, mais des années après, vous allez vous croiser dans les magasins, qu'est-ce que vous allez vous souvenir? Est-ce que vous allez dire putain, on a vécu des beaux trucs ensemble? Tu vois, je sais que c'est des trucs qui peuvent compter pour comment on se représente soi-même. Et nous débuterons ce journal avec les nouveaux déboires du laboratoire AstraZeneca. Ce matin, Agnès Pannier-Runacher annonçait que la France pourrait se passer de son vaccin à partir du second semestre. Le laboratoire devait initialement fournir plus de 100 millions de vaccins à l'Europe. On en est loin. Le contrat européen n'envisage pas vraiment d'annulation, demande uniquement à AstraZeneca le meilleur effort possible sur les délais, de l'amateurisme juridique, il n'y a pas d'autre mot. Donc, nous devons maintenant mobiliser toutes les entreprises qui en ont la capacité pour produire des vaccins. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut habituellement 12 à 18 mois pour réaliser ce travail. La France contribuera à produire dès les prochains mois 4 vaccins en France, Moderna en mars, BioNTech en avril, CureVac en mai et Sanofi en juin. L'engagement de Sanofi à produire 100 millions de doses en 2021 pour BioNTech est un exemple du type de coopération que nous avons Ouais, alors j'avais mis quoi? Favoriser? Accompagner. Ouais. Organiser. Ouais, organiser. Ouais. Une équipe sous ma responsabilité directe au ministère de l'Industrie, réunissant professionnels
du privé et du public a pour mission de faire le maximum. Laisse ça comme ça, je pense, si ça te va, Ouais, enfin, c'est en gros le. Ouais, je pense qu'on a le. Par contre, on peut muscler un tout petit peu la partie commando vaccin. Ok. Ctrl+S. C'est quoi Ctrl+S? Ah oui, t'as raison. C'est mieux. Nous reviendrons sur l'annonce de la direction de Sanofi. Le géant pharmaceutique va supprimer 1700 emplois, dont 1 millier en France. La Commission européenne a donné son feu vert hier à l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech. Mais où est donc passé Sanofi? Pour rappel, 4 milliards de dividendes ont été versés aux actionnaires cette année. 200 millions d'aides d'État ont été annoncées pour relocaliser la production, des millions d'aides au titre du crédit d'impôt recherche et enfin un budget en France qui dépend à 80% de la sécurité sociale. Autant dire que ces annonces de licenciement ne vont pas passer comme une lettre à la poste. Le plan de vaccination occupe les esprits de la nation tout entière. Comment expliquer que la France de Pasteur n'ait pas réussi à fabriquer un vaccin et à en assurer la distribution? La colère monte, il faut faire vite. Cette fois-ci, le plan de communication devra être défensif. Que s'est-il passé sur ces bancs depuis 15 ans? C'est le détricotage systématique de notre industrie pharmaceutique. C'est la division par deux de notre part de marché de fabrication de produits pharmaceutiques. Et quel est le gouvernement qui a renversé la vapeur? C'est ce gouvernement qui, pour la première fois, a réouvert le financement du médicament, a réinstallé des capacités de production en France. Alors, chacun... Merci, Madame la Ministre. C'est long, un mois et demi à attendre dans la situation où nous sommes. Donc, il faut faire au moins mal. Aujourd'hui, on est dans la situation où il faut faire au moins à attendre dans la situation où nous sommes. Pourquoi on est les derniers de la classe sur le vaccin? Alors, Cyril, oui. D'abord, on a fait en 9 mois, et là je parle du monde entier, enfin des pays qui sont partis dans la course du vaccin, une prouesse technologique, scientifique, industrielle incroyable. C'est pas si mal. Non, ça c'est pas si mal, on aimerait bien les avoir. C'est comme si vous me dites, on a tous des voitures, sauf que nous on en a une qui marche pas. Alors, qui a des vaccins aujourd'hui? Alors, l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni. Très bien, oui. Et sinon? Non, mais Israël. Non, mais sinon, et Israël, vous avez raison. Et Israël. Mais c'est pas un pays, c'est pas 450 millions d'habitants, Israël. Non, c'est ça. Alors, il y a eu un retard à l'allumage, on va pas se mentir, même le président de la République l'a dit. Alors, le président de la République, il est clairement extrêmement impliqué. Oui. Et quand on n'est pas au rendez-vous, on entend parler du fait qu'on n'est pas au rendez-vous, et c'est normal. Très bien, c'est normal. C'est le job d'un chef. Ah oui. Il fait son job de patron, et nous, on fait notre job d'essayer d'aller le plus vite possible, mais le plus efficacement possible. Avec vous, Emmanuel Cuny, quel avenir pour les fonderies avec la crise de l'automobile? La question se pose pour plusieurs sites français. 30 000 personnes travaillent aujourd'hui dans les fonderies françaises, dont la moitié pour l'industrie automobile. Alors on estime que 40% de ces emplois sont menacés dans les 10 ans à venir. C'est malheureusement le sens de l'histoire. Pour le PDG de Renault, ce serait donc le sens de l'histoire. Le ministère, de son côté, avait anticipé les difficultés à venir du secteur. Le fameux rapport Fonderie préconisait de se séparer des établissements les plus fragiles. Le plan est en marche, il faut maintenant gérer la casse sociale. Ça fait 2 ans qu'on dit que le groupe, c'est un château de cartes. Copain, quand il dit c'est un château de cartes, ça fait 2 ans. Mais pour moi, il n'est pas possible que vous retourniez au boulot. Aujourd'hui, avec des annonces comme ça, pour nous, on est en droit de retrait. Ce que demande Alain de ne plus travailler, d'exercer le droit de retrait, je pense qu'il est légitime. Il y a un gros coup près que au-dessus de nos têtes, vous l'avez compris, c'est la faillite totale de ce groupe. Donc on va quand même pas aller leur faire des pièces sans savoir ce qu'ils vont être capables de nous payer dans 1 mois.
et en plus continuer à nous user. On va essayer de les emmener à ce qu'ils nous donnent plus pour nous contenter. Ça ne nous contentera jamais. Le préjudice qu'on subit ne rattrapera. Ils peuvent nous donner 150 000 euros, les gars, à la fin on n'a plus de boulot. Et puis derrière, on va engager le combat. S'il faut se remettre au boulot, c'est la proposition qu'on peut faire. On peut les faire, les pièces. On les stocke, on les renferme, on se relaiera pour pas qu'elles sortent du magasin, même le week-end. Et là, il faudra être fort, les gars. Il faudra pas dire, ouais, j'ai mangé chez Tata, je vais à la chasse, à la pêche. Non, non, les gars, il faudra se dire, c'est notre trésor. Et puis si Renault veut ses pièces à un moment donné, eh bien, il faudra qu'il rajoute des sous. Et si, à une certaine date de la fin des négociations, les pièces qui sont faites n'ont pas fait augmenter la supralégale, eh bien, soit on les remettra dans le four ou on les cassera avec plaisir. C'est dommage de s'aborder un travail, mais il n'y a plus que ça pour espérer avoir quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la seule solution. Faut qu'on monte. Je serais resté 4 minutes, montre en main dans le bureau de Bruno Le Maire. Dès que la caméra s'approche du cœur du pouvoir, on nous demande gentiment de sortir. Il faut bien 3 ministres pour porter devant les médias le plan d'action Fonderie. La promesse d'une aide de 50 millions d'euros pour accompagner non pas le maintien des entreprises, mais la reconversion des salariés licenciés. Quand nous regardons, sur la base des analyses qui ont été faites ce matin au cours de notre réunion, la situation des fonderies françaises, c'est une situation qui est préoccupante. Notre outil de production est trop petit, il est trop dispersé à travers le territoire, il n'y a pas eu de consolidation, et le positionnement sur le marché n'est pas celui qui est le plus porteur pour les années à venir. Nous allons donc mettre en place un plan d'action spécifique qui doit servir de modèle pour l'ensemble des évolutions industrielles, avec un maître mot, anticiper et ne pas subir. La crise de la fonderie française est un révélateur. La stratégie de la ministre se heurte à un mur. La loi du marché ne se soucie guère des propositions de l'État. Sans pouvoir de négociation, la ministre et ses conseillers sont coincés. Fonderie du Poitou. Fonderie du Poitou, ils ont reconduit la grève jusqu'à fin de semaine. Ils sont tendus. Le message, il est simple, c'est l'État actionnaire de Renault n'a pas réussi à tordre le bras de Renault. Ouais. Donc c'est l'État qui est responsable. Parce que Renault nous a envoyé aussi un message là, sur les 4 ou 5 fonderies où il parle de 1000 emplois en danger en 2021. Et donc comme on ne va pas pouvoir sauver tout le monde, il faut qu'on puisse se parler un peu avec Renault et dire bon, que fait-on, qui choisit-on? L'étude, elle te dit gentiment de 2 choses l'une. Soit tu accélères la consolidation du secteur et tu réinvestis un ticket de l'ordre de 80 millions d'euros et tu as une chance de sortir quelques fonderies de la mouise dans lesquelles elles sont, soit tu les regardes tomber les unes derrière les autres. Les unes derrière les autres. C'est-à-dire que le point de sortie, si on ne fait rien, c'est 0 fonderie. Par exemple, côté Poitou, Fonte et Alu, tu sortais le truc, c'était brinque-ballant, mais ça pouvait tenir. Et si nous, on n'a pas une action très concentrée, très construite, très claire là maintenant, le truc, c'est que c'est la grenouille qui cuit dans la casserole. C'est-à-dire, elle va pas sauter de la casserole, elle va mourir à petit feu. Là, on est bien engagé dans la grenouille qui meurt à petit feu. Donc, il faut filer un gros coup sous la casserole et la grenouille, théoriquement, elle peut sortir de la casserole. Les dossiers s'accumulent sur le bureau de la ministre. Toujours dans l'automobile, l'usine Bosch à Rodez,
qui fabrique des injecteurs pour moteurs diesel, est menacée par un plan social massif. Bosch Rodez, donc il y a les annonces du vendredi 5. Et quelqu'un sera là à la réunion? Il faut que le cabinet soit représenté à la réunion. Ça, c'est une réunion interne entre la boîte et les salariés, on ne peut pas être dedans. Ce qui va être annoncé le 5, c'est le résultat d'un travail qui a été fait en amont pour éviter une fermeture. La réalité, c'est que si on n'avait pas été morpion, c'était fermé. Hein. Ça n'empêchera pas les attaques. Ouais, ça n'empêchera pas les Non, ça n'empêchera pas les attaques, mais je le redis, si tu veux, il y a subir les attaques et ne rien faire, et anticiper les attaques et en subir une partie, mais pas tout. Non, mais il faut faire très attention parce qu'un plan soit généreux ou pas, c'est 800 postes en moins pour un territoire. Non, mais c'est les retraites, c'est des départs à la retraite, c'est pas... On a eu le maire au téléphone la semaine dernière. Donc je pense qu'en termes de réaction, ça va être, ça va être un choc. 800 postes en moins, c'est un choc. Ça va être massif. Et que la réaction politique derrière, ça ne peut être que pour demander du plus. C'est pas pour se satisfaire, on a sauvé 500 emplois et on a une garantie sur les 500 emplois jusqu'en 2027. Donc tu vois bien que le problème... Le territoire, il perd 800 emplois. Donc ça passera pas. Donc il faut monter au front, mais demander plus. Yves-Marie, tout ça est très bien. Mais ce qu'on est en train de faire, ça veut dire que, en gros, nous, on fait qu'il n'y ait aucun départ volontaire. On s'est battu comme des chiffonniers pour obtenir un truc. Et tu nous dis, en gros, va falloir que vous obteniez plus. Mais je pense que, si tu veux, on n'est quand même pas très loin d'avoir obtenu le maximum, là. Vous vous rendez pas compte? Bah oui, mais dans ce cas-là, il y a un problème dans votre maîtrise de la communication. C'est pas un problème de maîtrise de la communication, c'est qu'au final, le territoire perd 800 emplois. Et que moi, j'ai été élu local, on perd 800 emplois. Je suis d'accord, Nicolas, mais... Est-ce que tu en perds 800, 1300 Bah, excuse-moi, mais moi, je fais la différence pour les 500 mecs qui restent. Hein. Ouais, si tu veux, eux, ils voient bien la différence. Eux, ils n'ont pas perdu leur emploi. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème dans la gestion du dossier. Enfin, je suis désolée, mais ça ne peut pas être... le côté, tout le monde sait qu'on a fait pression. Non, personne ne sait qu'on a fait pression. C'est pas vrai. Personne. Le maire, on lui a redit au téléphone la semaine dernière... Mais tu dis aux gens, on fait pression, mais ils ne voient pas la menace. Quand tu ne vois pas la menace, tu ne vois pas les efforts. C'est quoi le putain de projet industriel en France? Il n'y en a aucun avec vous. Aucun. Vous êtes à la rue. Vous êtes un gouvernement de merde. Et moi je vous le dis, elle vous apporte rien. Elle est où la relocalisation que vous promettez à tout le monde? Elle est où pour Michel? Elle est où pour Renault? Que dalle. J'entends votre colère. J'entends votre colère. Des gens comme vous, je suis devant eux et j'ai... Vous sauvez rien, madame. Monsieur, nous battons, nous avons sauvé, on a 1600 emplois, nous avons sauvé beaucoup d'usines. C'est une trahison. Vous payez les employeurs pour qu'ils suppriment les emplois. Voilà la vérité, madame. Ici, je suis devant vous et j'aurais pu sortir par la petite porte. J'aurais pu sortir par la petite porte. Aujourd'hui, il manque 11 000 tonnes de commandes à Fonderie de Bretagne pour être viable. Les syndicats demandent l'arrêt des délocalisations. Un site mis en vente par son propriétaire, le groupe Renault, qui la juge pas assez rentable. Un feu chasse l'autre. Englué dans la crise de la fonderie, le cabinet et la ministre semblent de plus en plus impuissants à enrayer l'hécatombe. Il nous a explicitement été demandé de gérer le sujet Fonderie de Bretagne. Donc tu nous envoies au carton parce qu'on n'aura rien à leur dire. Je pense que c'est l'objectif. Hein. Mais surtout, j'ai pas la main. Enfin, je suis désolée, j'ai pas la main. Non, mais bon, ça, on pourra se caler avec le 6e sur ce qu'on dit sur le sujet. Non, mais c'est pas on se cale avec le 6e, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on obtient. Je veux dire, à un moment, il faut obtenir des trucs. Si tu obtiens rien, c'est pas la peine de faire des paroles, quoi. Parce que ça fait quand même 9 mois qu'on est sur le sujet fonderie et ça fait 9 mois qu'on n'a pas de résultat. Si on est totalement dans l'immobilisme, l'économie ne repartira pas. Elle ne repartira pas.
Une page qui se tourne à Béthune. 60 ans que l'on fabriquait des pneus dans cette ville du Pas-de-Calais. Une histoire qui prend fin aujourd'hui avec la fermeture officielle de l'usine Bridgestone. Pour la toute dernière fois, ils passent le portique de leur usine, visage fermé et cœur lourd. On s'est vu là. On s'est vu. Bonjour. Bonjour. On n'a pas fait greffe une journée, on n'a pas brûlé de pneus, donc on a toujours été positif. Sinon, on aurait pu tout casser, tout brûler. Ouais. On ne l'a pas fait. Donc l'image de marque des salariés, on vous a fait voir que on savait travailler, on savait respecter l'outil de travail qu'on avait. Donc, depuis le temps qu'on dit que ça va fermer, aujourd'hui ça ferme. Mais ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Tant qu'il verra encore Bridgestone affiché en haut, il ne va pas le croire. Il ne va pas le croire. Il nous paraissait important de faire le point en ce jour un peu particulier qui est le jour de la fermeture de l'usine de Bridgestone sur le territoire. Le message clé aujourd'hui, c'est de dire l'usine ferme, mais le travail n'est pas terminé, le combat continue. Nous devons accompagner l'ensemble des salariés jusqu'au bout dans leur congé de reconversion et de reclassement. Donc je vais vous donner vraiment les chiffres. Donc là on est arrivé, il y a 145 CDI. Il y a 24 projets de création d'entreprise. Les pré-retraités, il y en a 66. Et le reste, comme tout le monde sait compter, malheureusement, il y a plus de 500 personnes pour l'instant. Mais malheureusement, c'est pas du concret. On a mis un bon PSE, malheureusement, l'usine elle ferme quand même. Voilà. Donc on doit retrouver du boulot pour un demi-millier de personnes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une responsabilité qui pèse sur nos épaules. Et on en a pleinement conscience. Donc, juste un truc à faire, c'est pas trop la ramener, et puis de continuer à se retrousser les manches, de façon à faire en sorte qu'ils retrouvent quelque chose. Écoutez, il me reste à vous remercier, et je crois que ça me ferait très plaisir d'ici 3 mois d'aller prendre un café dans votre bungalow pour voir si ça se passe bien. Je pense que c'est aussi une façon de marquer qu'on est toujours là. Et comme le dit Monsieur le Président de région, le sujet, c'est de montrer qu'on est là et qu'on est professionnel et qu'on va jusqu'au bout. Les fondeurs du Poitou sont conviés à Bercy pour ce qu'ils croient être une réunion de la dernière chance. Impossible d'assister à cette réunion, la grille se referme devant ma caméra. J'ai failli quand même y donner mon mouchoir parce que à la fin c'était je suis désolé, on vous a accompagné jusqu'au bout mais on s'est fait avoir par le groupe. Le mea culpa, ouais. Le résultat, c'est ce qu'on est dit, hein, c'est 300 salariés là aujourd'hui. Si on arrive en disant on a une larme, pour ça on est con, on a loupé le mouchoir. On aurait pu dire une petite larme, on va redescendre dans la région, regardez la larme de Pannier-Runacher. Désolé, mais il est où la sauvegarde de l'industrie qui est prônée par le maire et Macron? C'est non, je vous accompagne à la sortie. Ouais, on a fait des erreurs, maintenant c'est Pôle emploi. Mon immersion à Bercy se termine ainsi. Que retirer de ces mois, de ces crises traversées? J'ai envie de revenir vers ceux qui incarnent l'industrie française. Je suis dans l'équipe de nuit depuis le 1er janvier 90. Pour moi, c'est mon usine. Ça fait 31 ans que j'y suis et malheureusement, l'histoire va s'arrêter, mais j'aurais bien voulu encore y rester jusqu'au bout. Tous ceux qui viennent dans cette usine disent il y a quelque chose, quoi. Il y a une âme. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont pris cette décision d'arrêter ne peuvent pas s'imaginer le mal que ça nous fait.
vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie d'une idée qui devient un produit. La magie du ballet des robots, du ballet des hommes. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience. Et lorsqu'on m'a approché pour rentrer au gouvernement, la stupéfaction que j'ai eue, c'est la capitulation de nos politiques depuis 30 ans sur l'industrie.